je suis ravi d'être à Surfing Bitcoin pour la 3e année consécutive. Et je dois vous avouer que je suis vraiment impressionné par l'ampleur qu'a prise cette conférence. Je crois que l'équipe organisatrice a fourni un travail absolument titanesque, incroyable. Ils ont réussi un pari qui était fou à l'origine, qui était d'organiser à Biarritz la plus grande conférence Bitcoin en Europe. Donc bravo à eux, bravo à Jonathan, bravo à Joss, bravo à toute l'équipe de Stackinsat. C'est vraiment très impressionnant. Alors je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la monnaie et la politique. Dépolitiser la monnaie, quelle expression intrigante, étonnante. Qu'est-ce qu'une monnaie politique ? Est-ce que nous sommes dans un système de monnaie politique ? Comment est-ce qu'on pourrait changer de système ? Est-ce qu'une monnaie non politique serait envisageable ? En fait, toutes ces questions, ça faisait longtemps que quelques économistes inconnus se les posaient. Et aujourd'hui, le monde entier commence à se les poser parce que les crypto-monnaies rendent ces questions inéluctables. Alors, je vais vous proposer des éléments de réponse en 3 temps. D'abord, je pense que la monnaie, par essence, elle est apolitique. Elle ne fait pas partie de la sphère politique. En revanche, elle a été politisée dès les débuts de son existence, avec des conséquences probablement catastrophiques. Et Bitcoin est une occasion absolument unique, inespérée, de dépolitiser la monnaie. Alors d'abord, pourquoi est-ce que la monnaie est par essence politique ? Et puis d'abord, qu'est-ce qui est politique ? Et ça, c'est une question pas si facile que ça. Il y a beaucoup de littérature, de philosophie politique qui essaie d'y répondre. Moi, en fait, je vais me borner à une approche de bon sens. Pour moi, est politique ce qui est susceptible de relever de la décision politique. Alors, qu'est-ce que la décision politique ? Eh bien, c'est un type de décision qui est prise par des acteurs qui bénéficient de ce que Max Weber appelait le monopole de la violence légitime. C'est la définition classique de l'État, le monopole de la violence légitime. Et en fait, cette définition, on peut l'étendre à l'ensemble de la sphère publique, qui s'est beaucoup complexifiée depuis l'époque de Max Weber, qui est maintenant constituée des collectivités locales, de l'État, des collectivités européennes, des administrations et autorités administratives en tout genre, et qui toutes sont pourvues de ce pouvoir particulier. Et en démocratie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la majorité a le pouvoir d'imposer ses vues à la minorité par la loi, par la coercition de la loi. Et donc le champ du politique, on peut dire que c'est ça. Et il y a un champ qui échappe à ça, à la décision politique. C'est essentiellement la sphère privée. Moi, les décisions que je prends dans ma vie privée, elles relèvent plus de l'éthique que de la politique. Il y a plein de choses dans ma vie privée où, en fait, il est totalement absurde d'envisager qu'il y ait des lois qui organisent ces décisions, y compris pour certaines de nos interactions entre nous, qui peuvent très bien concerner le bien public sans pour autant relever de la politique ou du champ de la décision politique. Ce sont des notions différentes. Simplement, quelle est la frontière entre justement ce qui doit relever du champ politique et du reste ? Cette frontière, elle est mouvante. Elle a évolué avec le temps. Et un des apports de Benjamin Constant est d'avoir bien montré, dans son discours célèbre de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, que, en fait, une des caractéristiques de la modernité, c'est justement de restreindre le champ du politique et de garantir aux individus un espace personnel qui ne soit pas envahi par le champ du politique. Simplement, à toute époque, et ça Karl Popper l'a très bien montré, il y a des pulsions totalitaires, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent au contraire accroître le champ du politique et restreindre la liberté privée. Et finalement, le totalitarisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le tout politique. C'est quand la politique a tout envahi, chaque parcelle de nos vies privées. Le XXe siècle en a été une illustration absolument tragique, mais on le voit encore aujourd'hui à notre époque. À tout instant, la société ouverte, c'est comme ça que Popper l'appelait, doit se protéger contre ces pulsions. Et quand on voit certaines propositions de certains hommes politiques qui veulent encadrer davantage la vie privée pour toutes sortes de motifs en apparence louables, santé, environnement, etc., on voit que des pulsions totalitaires sont toujours à l'œuvre. Alors, vous allez me dire, c'est très gentil tout ça, mais la monnaie. En fait, la monnaie, justement, selon la manière dont on va la considérer, eh bien, elle va être soit un rempart contre ces pulsions politiques, soit un outil au service de l'asservissement des gens, un outil
en faveur du tout politique, notamment pour deux aspects. Qu'est-ce qui doit être utilisé comme monnaie et comment gérer la monnaie? Est-ce que ces deux aspects doivent être considérés comme relevant du champ politique ou pas? Alors, pour ça, on est quand même bien obligé de se poser une question essentielle, qu'est-ce que la monnaie? Donc je vais revenir très rapidement dessus. Il y a plein d'approches. Celle qui me convainc le plus, c'est celle de l'école autrichienne, fondée notamment par Karl Menger et Ludwig von Mises. La monnaie est ce qui facilite l'échange indirect. L'échange accroît énormément le niveau de vie des humains par rapport à l'autarcie. Et l'échange indirect, avec un intermédiaire d'échange, facilite énormément l'économie par rapport à un système d'échange direct qui est le troc. Et on cite toujours les trois fonctions aristotéliciennes de la monnaie, mais il faut bien voir qu'il y en a une qui est centrale. C'est la fonction d'intermédiaire d'échange. La fonction de réserve de valeur n'est qu'une condition pour que quelque chose puisse servir d'échange. Et la fonction d'unité de compte n'est qu'une conséquence. Logiquement, on va choisir pour libeller les prix le bien le plus répandu de l'économie, la monnaie. Mais ce n'est pas du tout une fonction essentielle. C'est une fonction accessoire. La fonction essentielle, c'est l'échange. Et pour qu'une chose puisse être utilisée durablement comme monnaie, d'un point de vue théorique et d'un point de vue historique, on voit qu'elle doit respecter quelques caractéristiques objectives. Il faut que cette chose soit homogène, divisible, transportable, résistante aux intempéries, rare et coûteuse à produire. Et on se rend compte au passage que le Bitcoin respecte exactement ces caractéristiques. Et dernier point, il y a un débat très important, c'est-à-dire quelle doit être la quantité optimale de monnaie dans une économie? La plupart des économistes pensent qu'il faut que la quantité de monnaie s'adapte à l'économie, à l'évolution économique. Une écrasante majorité d'économistes pensent ça. Alors que les Autrichiens, eux, pensent que n'importe quelle quantité de monnaie, parfaitement arbitraire, peut servir à faire fonctionner une économie, du moment que les unités sont très divisibles et qu'il y a une flexibilité des prix pour s'adapter. Mais vous voyez que ce différent, en fait, est très important parce qu'il concerne directement Bitcoin. On comprend mieux la réticence de la plupart des économistes vis-à-vis de Bitcoin quand on a cette querelle théorique à l'esprit. Alors, donc, évidemment, il y a d'autres présentations des choses que celles que je viens de vous décrire. Notamment celle de David Graeber, qui est un anthropologue. Son livre, qui est assez apprécié de certains bitcoiners, est très intéressant. C'est un livre d'anthropologie qui est massif, qui fourmille de détails anthropologiques intéressants, mais il est très faible d'un point de vue économique, tout simplement parce que Graeber méprisait l'analyse économique. Par exemple, il disait « on n'a jamais trouvé de société sans troc dans l'histoire ». Donc, ça invalide la théorie selon laquelle on serait passé du troc à la monnaie. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que si on avait découvert des sociétés fonctionnant durablement au troc, eh bien c'est ça qui aurait invalidé la théorie traditionnelle de la monnaie. Et les Autrichiens disent justement, le troc est tellement inefficace qu'une société ne peut pas fonctionner durablement avec cette méthode. Et c'est pour ça que la monnaie est née très très tôt dans l'histoire humaine. Graeber lui-même avoue que le système de monnaie-dette, qui pour lui était à l'origine de la monnaie, n'était viable que dans les petites sociétés où les gens se connaissaient et pouvaient se faire confiance. Mais il avoue lui-même dans ce livre, de manière très rapide, que, en fait, à partir du moment où l'humanité a commencé à commercer sur des échelles plus grandes, où les gens ont interagi avec d'autres qu'ils ne connaissaient pas, eh bien, pour commercer, il fallait un instrument d'échange différent. Et la monnaie marchandise s'est imposée de cette manière et a permis ce que Nick Szabo a appelé plus tard la scalabilité sociale, c'est-à-dire le développement des échanges, l'accumulation du capital et le niveau de vie inouï auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Et puis il y a aussi la théorie chartaliste de la monnaie qui a été très popularisée récemment, notamment avec la théorie monétaire moderne et notamment Stephanie Kelton. C'est une théorie qui date de 1905. Knapp a écrit la théorie étatique de la monnaie. Et lui, il dit, en fait, c'est l'État qui a créé la monnaie, parce que la monnaie, c'est ce en quoi on paye nos impôts. Et donc, la monnaie est intrinsèquement politique. Donc là, vous voyez qu'en fait, c'est une thèse complètement différente, qui est vraiment à l'inverse de celle qui me paraît plus convaincante. Et c'est une thèse qui, en fait, est plus ancienne que celle de Knapp en 1905. Oresme, en XIVe siècle, ce grand ecclésiastique, philosophe, mathématicien, dénonçait déjà cette croyance selon laquelle la monnaie était une chose de l'État,
une créature de l'État, comme dit un économiste Abba Lerner en 1947. Et la théorie chartaliste de la monnaie était totalement démontée par les économistes autrichiens, notamment dans le livre de Mises, The Theory of Money and Credit. Et donc, en fait, on ne devrait plus la prendre au sérieux, mais elle reste attractive pour beaucoup de gens. Et en fait, la plupart des gens continuent de croire que la monnaie est une créature de l'État. Donc si on récapitule, en fait, la monnaie est née d'un ordre spontané, par des phases d'expérimentation du marché. Elle sert à faciliter l'échange. De manière logique, c'est l'actif le plus liquide de l'économie. Elle a une vocation mondiale, puisqu'elle est l'actif le plus liquide, naturellement dans un système de concurrence des monnaies, concurrence véritable. Une monnaie, progressivement, s'impose pour être la monnaie mondiale, même si d'autres restent potentiellement des concurrents pour prendre sa place si elle est mal gérée. Donc ça, c'est un schéma qui est favorable, qui est positif, sauf si une monnaie mondiale est imposée par l'État ou par les États, et là, on se trouve dans une situation différente. Mais finalement, la monnaie peut être considérée comme quelque chose d'apolitique, au sens où c'est un instrument qui est né hors du champ du politique et qui est intrinsèquement séparé du champ du politique. Le problème, c'est que justement, elle a été politisée dès ses débuts, avec des conséquences absolument catastrophiques. Ce processus a été très graduel. On n'a pas assisté du jour au lendemain à une politisation de la monnaie. Ça s'est fait par étapes, par effet de cliquet, par réglementation successive du secteur bancaire, etc. Mais l'objectif fondamental, c'était le financement du pouvoir. C'est-à-dire que les souverains, pour leurs dépenses, les guerres, etc., ne pouvaient pas se satisfaire seulement de l'impôt qui se heurte à la résistance à l'impôt de la part de la population, ni de l'endettement qui a l'inconvénient de nécessiter des taux d'intérêt, des intérêts à payer. Et donc très vite, les souverains de toute nature se sont arrogés des pouvoirs sur l'industrie monétaire et bancaire et ont par exemple réussi très souvent, à toutes les époques, à altérer les pièces de monnaie, c'est-à-dire à diminuer le poids en métal des pièces tout en conservant la même valeur faciale. Et donc en récupérant au passage un certain nombre de pièces à leur profit. Pratique qui était dénoncée par Oresme au XIVe siècle comme profondément choquante, immorale, qui était en fait une forme d'expropriation des pièces possédées par les individus. Et à toutes ces époques où le pouvoir politique a accru son emprise sur la monnaie, il a toujours dû le justifier. Et il n'a hésité devant aucun prétexte pour justifier ça. C'était pour résoudre des crises financières, pour assumer pour permettre une forme de souveraineté monétaire, ou pour créer un lien national. Ça, c'est un argument qui est très présent à droite. La monnaie devrait contribuer au lien national. En fait, c'est une idée extrêmement étrange. Si on compte sur la monnaie pour constituer le lien national, c'est qu'on n'a pas très confiance dans sa nation. Le lien national vient de la culture, du langage, de la littérature, d'une histoire commune, pas du tout de la monnaie. En fait, il n'y a aucune raison pour qu'une monnaie corresponde à des limites nationales, géographiques, arbitraires. Aucune. Donc si on résume, la monnaie naturelle apolitique, elle est rare, elle est coûteuse à produire et ses producteurs sont en concurrence. Alors qu'une monnaie qui est appropriée par le pouvoir politique, lui, justement, il a intérêt à ce qu'elle puisse être créée de manière illimitée, à son profit, sans coût. Et donc, pour réaliser ça, il a intérêt à monopoliser la production de monnaie. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un système où il y a une emprise quasiment complète du politique sur la monnaie, à travers le système de la monnaie fiat et du cours légal qui impose une monnaie sur un territoire donné, à travers le monopole de la création monétaire délégué aux banques commerciales, à travers le crédit bancaire. La puissance publique peut mener des politiques monétaires qui se fixent des objectifs politiques, déterminés de manière politique, et plus ou moins arbitraires, comme la stabilité des prix, qui lui est en fait assez arbitraire, puisqu'il n'y a pas de raison a priori pour que les prix soient stables. Et puis la politique budgétaire elle-même devient dépendante de la politique monétaire. Aujourd'hui, les États savent très bien qu'ils peuvent faire du déficit sans limite parce que les banques centrales achèteront les titres de dette publique, pas de manière directe parce qu'elles n'en ont pas le droit, mais par l'intermédiaire des acteurs financiers. Nous sommes dans un paradigme archi-keynésien, finalement, où tout le monde est convaincu que le rôle de l'État est de relancer la machine économique quand elle est enrayée et de lutter contre le sous-emploi en créant de la monnaie. Le problème, c'est que ça ne marche pas très bien. Et donc, les banques centrales doivent trouver de nouveaux prétextes pour justifier ces politiques. Et le dernier prétexte à la mode,
c'est tout simplement sauver le monde, sauver le climat, sauver la planète. Et vous noterez que les banques centrales ne proposent pas de résoudre le problème de la faim dans le monde, qui est un problème peut-être plus urgent, plus accessible, plus immédiat, plus évident et plus facile à résoudre. Pourquoi est-ce qu'elles ne proposent pas de résoudre le problème de la faim dans le monde? C'est parce qu'elles ne veulent pas prendre le risque de s'attaquer à un problème pour lequel leur inefficacité serait mesurée de manière trop évidente. Alors qu'en s'attaquant à un problème grandiose, elles sont certaines qu'on ne pourra jamais vérifier si elles ont réussi ou pas. En d'autres termes, elles se sont fixées des objectifs non falsifiables, pour reprendre un terme de Karl Popper. Heidegger parlait de l'arraisonnement de la nature par la technique, et finalement on peut parler de l'arraisonnement de la monnaie par le politique. Heidegger, ce sympathique humaniste qu'on voit sur cette photo avec son écusson nazi. Alors, vous savez que en fait, dans cet arraisonnement de la politique, de la monnaie par la politique, 1971 a été une date clé. Ça a été en fait une accélération de ce processus multiséculaire, une accélération foudroyante. On est vraiment dans un régime nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et la fameuse image de la planche à billets, évidemment, elle est très simplifiée, mais elle est juste. La puissance publique a un pouvoir de création monétaire quasiment illimité à son profit, avec en fait pour seule limite l'obligation absolue d'éviter l'hyperinflation, puisque l'hyperinflation aboutit à la destruction du politique. Mais c'est la seule limite acceptable aux yeux du politique, finalement. Et la prochaine étape de cette évolution de fond, ce sont les monnaies numériques de banque centrale, qui sont un instrument potentiellement dystopique, qui pourrait permettre, une fois que la puissance publique aura éliminé l'argent liquide, d'accroître le pouvoir de la puissance publique sur l'économie en faisant de la relance monétaire sans limite, et son pouvoir sur le contrôle des individus, en orientant même les comportements d'achat, d'épargne, d'investissement des individus de manière beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. C'est donc une perspective extrêmement inquiétante, les monnaies numériques de banque centrale. La technologie est neutre, mais la manière, quand on crée un outil et qu'on le met aux mains de la puissance publique, il faut être certain qu'elle va l'utiliser de manière raisonnable. Et là, c'est vraiment pas certain. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? On pourrait en parler très longuement, je vais devoir être très rapide. Ce qui suit s'appuie sur les travaux de Rothbard, Salerno, Huerta de Soto, Guido Hülsmann, Amus et Farrington et Meyers. Ce sont des auteurs très intéressants qui sont très peu enseignés, publiés, traduits en France, malheureusement. À chacun de se poser la question de savoir pourquoi ils ne sont pas plus connus en France. D'abord, la politisation de la monnaie perturbe le fonctionnement normal de l'économie de marché, notamment le système des prix, qui est le système d'information de l'économie, qui est un système d'une complexité, d'une sophistication inouïe, il est totalement perturbé. Le calcul économique qui est réalisé par les agents économiques pour planifier leurs activités, leurs investissements, etc., est profondément perturbé par les fluctuations imprévisibles de la quantité de monnaie dans l'économie. L'expansionnisme monétaire crée ce que les Autrichiens appellent du malinvestment, c'est-à-dire des booms artificiels où il y a de l'investissement dans des secteurs risqués, sur des projets risqués qui n'auraient pas pu se financer dans des conditions monétaires normales. Et quand il y a des retournements de confiance de ces cycles, ça engendre des crises qui sont violentes, douloureuses socialement, et qui sont donc le produit de l'expansionnisme monétaire. Ce qui est très important à intégrer quand on se souvient qu'en permanence, la puissance publique prétend résoudre ces crises avec encore plus d'expansionnisme monétaire. La politisation de la monnaie crée des guerres monétaires entre États qui attisent les tensions géopolitiques. L'effet Cantillon, dont on peut se demander pourquoi il n'est pas plus souvent cité par la gauche, est extrêmement perturbant. C'est le fait que l'expansion monétaire avantage en priorité les catégories aisées, celles qui reçoivent la monnaie nouvellement créée en premier, qui ont pu s'endetter pour acheter des actifs qui vont prendre de la valeur, avant l'augmentation des prix, dont en revanche pâtissent les catégories les moins aisées, qui n'ont pas d'actifs, et qui subissent l'augmentation du coût de la vie. Donc, en termes théoriques, c'est un transfert de pouvoir d'achat relatif entre les riches et les pauvres, qui provient de la politisation de la monnaie.
Et puis enfin, en fait, on a perdu de vue la notion de monnaie saine, sound money. Vous demandez à un économiste qu'est-ce qu'une monnaie saine, mais maintenant, il vous regarde avec des yeux ronds. Alors que pendant longtemps, c'était un concept essentiel. La monnaie perd de sa solidité, la confiance dans la monnaie s'érode, et on assiste à un début de fuite vers des valeurs refuges où n'importe quoi de rare et de coûteux à produire devient potentiellement une réserve de valeur, alors que ça n'est pas sa fonction. Un tableau, un immeuble, un bitcoin. Alors, la politisation de la monnaie aboutit aussi à dévoyer le fonctionnement du capitalisme. On se retrouve avec une forme de gosse-plan, une petite équipe de bureaucrates qui prétend piloter le prix le plus important de l'économie, qui est le taux d'intérêt moyen, qui est le coût du temps et le coût du risque, qui prétend piloter la conjoncture économique, qui prétend piloter la masse monétaire. Et donc, c'est une forme de planification centralisée d'une partie essentielle de l'économie. Le capitalisme se trouve financiarisé, puisque l'économie de la monnaie dette permet à chacun d'être énormément endetté. Les acteurs financiers se voient offrir un rôle important, omniprésent. Le secteur de la finance est sans doute beaucoup plus développé dans notre économie que ce qui serait dans une économie de monnaie saine. Et la finance est politisée, puisqu'en fait, l'État a besoin du secteur financier pour se financer, donc il accorde des privilèges et il impose des contraintes particulières au secteur financier, et les intérêts de la finance et de l'État deviennent imbriqués. Et c'est peut-être pas un hasard si les banques sont peuplées d'anciens hauts fonctionnaires et d'anciens hommes politiques, et si les gouvernements sont peuplés d'anciens banquiers. Et puis enfin, le capitalisme, c'est l'accumulation du capital. Or, une monnaie fondante, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit, une monnaie fondante n'incite pas à accumuler le capital, elle incite à le consommer. Et donc on peut se demander si on n'est pas en train d'entrer dans une phase où le capital commence à s'éroder. Finalement, tous ces éléments font qu'on est très loin d'un système capitalisme normal. Et tous ceux qui passent leur temps à critiquer les excès du capitalisme en parlant de notre époque, j'aimerais bien qu'ils me donnent l'adresse de leurs fournisseurs de substances hallucinogènes. En fait, dans quel monde vivent-ils ? Le système dans lequel nous sommes n'est pas un système capitaliste. C'est un capitalisme dévoyé par un certain nombre d'éléments, notamment la politisation de la monnaie, dont on sous-estime les effets parce qu'il s'agit d'un sujet extrêmement complexe. Mais il n'y a pas que ça. La politisation de la monnaie dégrade aussi la civilisation. D'abord, les occasions d'hyperinflation sont des événements d'effondrement instantané de la civilisation. Ensuite, comme les pouvoirs publics se voient attribuer des moyens massifs qu'ils ne pourraient pas avoir seulement avec l'impôt et l'endettement, ça leur donne la possibilité d'intervenir dans tous les domaines de l'économie et de la société, et d'arroser tout le monde, de subventionner, etc. Et donc on assiste à une forme d'étatisation de la société. Certains pourront penser que c'est un progrès de la civilisation, mais je ne crois pas que l'exemple du XXe siècle conforte cette vision. L'État, notamment, a des moyens de propagande. Il peut financer la recherche, les médias, l'information, la culture, l'éducation, et faire passer des théories qui confortent sa position. Est-ce que vous savez combien d'économistes emploient la Fed, la Banque centrale américaine ? 400. Ils ont 400 docteurs en économie, et donc ils ont un rôle d'influence sur la recherche en économie, sur le recrutement des meilleurs économistes américains. En France, la plupart des économistes sont soit financés directement, soit financés indirectement par l'État. Est-ce qu'on peut raisonnablement s'attendre à des points de vue neutres, non biaisés, dans ces conditions ? Est-ce que c'est satisfaisant ? Et puis, évidemment, les États ont des pouvoirs de financer des guerres sans limite, incroyablement meurtrières. Et là aussi, le XXe siècle en est une illustration tragique. Depuis 1914, qui a été l'occasion de dynamiter l'Étalon or pour financer des boucheries absolument inhumaines. Enfin, l'expansion monétaire amène à perturber la préférence temporelle. La préférence pour le présent, c'est une réaction que nous avons tous, parce que l'avenir est incertain. On préfère avoir une chose maintenant que plus tard. C'est ça qui légitime la notion de taux d'intérêt, par exemple. Mais quand la monnaie devient fondante, quand on sait qu'elle va être créée sans limite,
forcément, la préférence pour le présent des individus et de la société en général va augmenter. Ça aboutit à surconsommer les ressources, ça aboutit à une société de consommation à outrance, et ça limite la planification du futur, l'investissement et l'épargne. Et ça a des conséquences culturelles profondes, en fait, civilisationnelles, qui sont là aussi largement sous-estimées. Et enfin, la démocratie se voit effritée. D'abord parce que comme l'État a des moyens de financer toutes les catégories, la moindre élection se transforme en compétition démagogique pour promettre un maximum de choses à tout le monde. Les Grecs anciens avaient des théories sur les cycles politiques. Et par exemple, Polybe estimait qu'après la démocratie, le dernier stade de la dégénérescence des régimes politiques, c'était la démagogie, celle où le pouvoir de la foule devient en fait prioritaire. Et on peut se demander si on n'est pas un peu dans cette situation. Une situation aussi de clientélisme, où ceux qui ont le pouvoir, ce sont les lobbies, les groupes d'intérêt, dans tous les domaines, qui se battent de manière acharnée pour obtenir un maximum d'avantages, notamment financiers, à leur profit. Et donc on ne peut pas ne pas penser à cette fameuse phrase de Bastiat, qui dit que l'État est cette vaste fiction par laquelle chacun s'efforce de vivre aux dépens de tous les autres. Et paradoxalement, on confie des pouvoirs à des technocrates, les banquiers centraux, qui ne sont pas responsables devant les électeurs. S'ils font des bêtises, qui les sanctionne ? Est-ce que c'est normal dans un système qui se veut démocratique ? À tel point que certains estiment que finalement notre monnaie n'est pas assez politisée et qu'il faut la repolitiser puisqu'elle est gérée par des gens qui n'ont pas de légitimité démocratique. C'est notamment ceux qui veulent sortir de l'euro et recréer un franc. Mais en fait, ça ne va résoudre aucun des problèmes que j'ai cités juste avant. Si on récapitule, on peut penser que malgré cette description apocalyptique que je viens de vous dresser, la civilisation a progressé. Mais la question c'est, est-ce qu'elle a progressé grâce à la politisation de la monnaie ou malgré la politisation de la monnaie ? Est-ce qu'elle n'aurait pas progressé davantage si on avait évité de politiser la monnaie ? Il me semble que les éléments que j'ai fournis prouvent que la civilisation en fait, a été ralentie par la politisation de la monnaie, et il y a un certain nombre de cas où elle s'est littéralement effondrée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, avec Bitcoin, on a une occasion inespérée de dépolitiser la monnaie, c'est-à-dire en fait de la faire revenir à sa nature profonde, à son essence, qui est d'être une chose non politique. Si on change la monnaie, si on réforme la monnaie, on change le monde. Alors on a essayé un peu en rendant les banques centrales indépendantes, mais on voit bien que c'est une illusion. Les banquiers centraux sont nommés par des politiques, leur mandat est validé par un texte politique, et donc et aujourd'hui on voit bien qu'ils financent les déficits publics parce qu'ils n'ont pas le choix. Les penseurs, les économistes ont proposé différentes choses, mais qui sont toutes insatisfaisantes. Milton Friedman proposait une augmentation régulière de la masse monétaire pour diminuer le côté arbitraire. En même temps, il ne proposait pas de supprimer le monopole monétaire. Et il disait lui-même que dans les années 30, la Banque centrale n'a pas assez agi contre la crise bancaire. Donc il voyait quand même un rôle important pour la puissance publique. Hayek allait plus loin en proposant en fait, de supprimer le monopole de la création monétaire. Mais finalement, quel est l'intérêt de la puissance publique d'accepter ça ? Et puis Rothbard, lui, proposait de revenir à l'Étalon or. Le problème de l'or, c'est qu'il est centralisable par la puissance publique. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, ça ne peut pas être suffisant. Est-ce qu'on pourrait en fait, continuer à faire de la politique monétaire dans un système de monnaie dépolitisée ? Effectivement, c'est une question qui inquiète beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de politique monétaire ? Alors d'abord, bon, on s'est assez bien passé de politique monétaire pendant des siècles et des millénaires. Et puis surtout, OK pour dresser le bilan coût-avantage de l'existence des politiques monétaires. Mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier de mettre dans la colonne inconvénients tous les inconvénients que j'ai listés. Et il faut pouvoir prouver que les avantages l'emportent sur ces inconvénients. Est-ce qu'on peut prouver ça ? Franchement, j'en suis pas sûr. Alors comment vont réagir les États ? En fait, ils ne peuvent pas laisser faire un projet de dépolitisation de la monnaie. C'est aussi simple. Ils vont donc résister par tous les moyens possibles. Et le déluge de désinformation qui s'abat sur Bitcoin, avec tous ces arguments fallacieux à la mode, en fait, est une illustration de ce mouvement, de ce début de contre-attaque des États. Et donc, la crypto-monnaie qui va permettre la dépolitisation de la monnaie, ce sera la crypto-monnaie la plus résistante, la plus robuste. Aujourd'hui, c'est probablement Bitcoin. La plus robuste d'un point de vue technique, et puis
Et puis d'un point de vue philosophique, parce que ces idéaux fondateurs, les idéaux des cypherpunks, correspondaient à ce projet de respecter la vie privée. Et Bitcoin assure un système d'incitation économique incroyablement subtil qui incite un maximum d'intervenants à contribuer au système plutôt qu'à essayer de le pirater, parce que c'est plus rentable pour eux. Et même des gens qui se fichent totalement de l'aspect philosophique, en fait, peuvent avoir intérêt à contribuer à Bitcoin. Et donc, ils servent le projet philosophique de Bitcoin sans même le savoir. Et même des États qui voudraient interdire Bitcoin ne feraient que lui offrir la plus grande campagne de publicité gratuite imaginable. C'est le caractère antifragile de Bitcoin. Quel type d'économie permettrait une économie comme celle proposée par Bitcoin? Eh bien, ce serait une économie déflationniste, puisque le régime d'émission du Bitcoin est désinflationniste. Le rythme d'émission des tokens diminue avec le temps, et donc ce serait une économie déflationniste saine, qui résulterait du jeu normal du marché, avec le progrès technique et la concurrence qui fait baisser les prix, sans empêcher la consommation. Il y a une sorte de phobie de la déflation, mais une déflation saine est tout à fait possible, et historiquement, on a vu que ça fonctionnait. Alors, le mode d'adoption de Bitcoin, évidemment, n'est pas tout à fait satisfaisant. On préférerait tous que l'adoption se fasse de manière linéaire, prévisible, tranquille, douce. Mais non, parce que le monde réel est compliqué et chaotique. Donc Bitcoin est adopté par phases de frénésie spéculative successives et d'effondrement et de retournement de confiance. Et tant pis, c'est comme ça. En fait, on n'y peut rien. Et ça va sans doute continuer comme ça jusqu'à une phase de stabilisation. Est-ce qu'il y a un risque de repolitisation du Bitcoin, notamment quand des États donnent le cours légal à Bitcoin? En fait, ce qui est intéressant, c'est que les États qui font ça n'obtiennent aucun pouvoir sur Bitcoin. Ils n'ont aucun pouvoir sur le protocole, ils ne peuvent pas modifier le régime d'émission du Bitcoin. Et donc, en fait, ils ne prennent pas le pouvoir sur Bitcoin. C'est Bitcoin qui prend le pouvoir sur eux. Les États qui font ça se livrent à Bitcoin. En revanche, si Bitcoin échoue et que d'autres cryptos essayent de prendre sa place, ou qu'on essaie de créer une nouvelle crypto qui aurait les mêmes vertus de résistance aux attaques étatiques, en fait, c'est peu probable que les États laissent faire. Ils n'ont pas compris ce qui se passait avec le début de Bitcoin, mais ils ne reproduiront pas cette erreur de leur part. Ils ne laisseront pas faire une autre crypto résistante si Bitcoin échoue. C'est pour ça qu'on peut penser que Bitcoin est une expérience non reproductible. Donc, en conclusion, il me semble qu'on peut expliquer beaucoup des problèmes contemporains par des phénomènes monétaires. La monnaie doit servir à faciliter l'échange, et si on lui affecte d'autres conditions que cette fonction, notamment par la politique, on dégrade sa capacité à faciliter l'échange. Et donc, on dégrade le processus civilisationnel. Donc, séparer la monnaie de l'État, puisque c'est ça, dépolitiser la monnaie finalement, c'est un projet civilisationnel. C'est un projet comparable à la séparation de l'Église et de l'État. C'est une forme de projet politique sans politiciens. Pas besoin d'élections, pas besoin de campagne électorale. Bitcoin n'a pas besoin du pouvoir politique pour s'imposer. Progressivement, on va entrer dans un scénario où c'est le politique qui va avoir besoin de Bitcoin. Et donc, vous savez que Clausewitz disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Je pense, pour conclure, qu'on peut dire que Bitcoin est la continuation de la politique par d'autres moyens. Merci.